RMC, 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque week-end. C'est De quoi je me mail, votre rendez-vous dédié à l'actualité tech, le dimanche matin sur RMC, bien sûr, et puis en vidéo sur 01nettv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV, et sur vos box SFR, Orange, Free, et sur France Sat si vous avez satellite. Je suis très heureux donc de vous retrouver. Avec tout à l'heure, un point sur l'actualité brûlante du moment, c'est la 5G, et j'aurai le plaisir de recevoir Cédric O, le secrétaire d'État chargé au numérique, qui viendra commenter en fait, ça y est, ces enchères qui ont été validées par le gouvernement. Les opérateurs sont en train de préparer la 5G. On évoquera la 5G donc avec le secrétaire d'État, mais aussi la fibre optique, mais aussi Stop Covid et tous ces sujets liés au numérique qui nous passionnent. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez évidemment réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mail. Merci d'être là et bienvenue. Et on commence bien sûr ce De quoi je me mêle par le club de la presse IT. Jean-Sébastien Zanqui est là, bien sûr. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à 01net.com et un fidèle aussi de quoi je me mêle. C'est Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express. Messieurs, on le disait alors tout à l'heure, j'aurai le plaisir de recevoir Cédric O. Et on le reçoit pourquoi dans De quoi je me mêle? Parce que ça y est, les enchères concernant la 5G avancent bien. Elles ont été validées par le gouvernement, 2,8 milliards qui arrivent dans l'escarcelle donc de l'État. Oui, ça y est, après 17 tours d'enchères, donc 2,8 milliards qui arrivent à l'État, avec, on va dire, deux gagnants finalement de ces enchères. C'est d'abord Orange qui a remporté 4 blocs, SFR qui a remporté 3 blocs de fréquence, donc dans la bande des 3,4 et 3,8 GHz. Et ensuite, Free et Bouygues qui eux n'ont que 2 blocs, donc a priori ça sera un petit peu moins, on va dire, performant que Orange et SFR. Donc voilà, on peut dire que pour l'instant, ça y est, les enchères ont eu lieu, les fréquences sont attribuées. Maintenant, reste aux opérateurs à lancer leurs offres, à déployer. Tout à fait. Emmanuel, on peut dire, ça y est, le coup d'envoi de la 5G a sonné, c'est l'heure. Oui, c'est bon. Maintenant, effectivement, ce que disait Jean-Sébastien est juste. On n'attend plus que les offres commerciales et le lancement dans certaines villes, parce que ce ne sera pas une couverture nationale au début. Donc, fin décembre, ce sera quelques villes qui vont être couvertes, notamment par Orange, puisqu'ils ont déjà annoncé qu'ils seraient présents dans 4 à 5 grandes villes au lancement. Donc, effectivement, il va falloir attendre de voir ça. Notamment, moi, j'ai tendance à penser qu'avec le prochain iPhone, Orange en vend énormément. C'est un des opérateurs qui en vend donc le plus en France de loin. Mais en Europe aussi, Orange est très bien positionné. C'est un gros client d'Apple. Donc, est-ce que ce ne sera pas le moment, justement, de pousser l'iPhone 12 avec des forfaits 5G pour capter des gros clients qui dépensent beaucoup, puisque c'est généralement des grosses factures pour les opérateurs. Tu veux dire par là qu'on peut imaginer, et Jean-Sébastien, tu me diras ce que tu en penses, mais on peut imaginer qu'à l'occasion de la sortie de l'iPhone 5G, on puisse avoir les premiers forfaits 5G disponibles au niveau commercial? C'est une supposition, j'ai pas d'infos dans ce sens-là, mais c'est-à-dire que comme a priori les premières villes lancées, ce sera autour de décembre, et c'est à ce moment-là qu'on achète les iPhones pour Noël, etc. Bon, en toute logique, je pense qu'effectivement, il y aura des offres conjointes iPhone 12 et c'est vrai que là, il y a un alignement des planètes, oui. On est d'accord. Voilà, voilà, c'est ça. L'iPhone, et on va être sans doute le fédérateur de cette nouvelle technologie. Exactement. Et c'est vrai que les opérateurs vont peut-être pouvoir en profiter pour augmenter un petit peu leurs tarifs aussi. Ils vont essayer de récupérer les 2,8 milliards dont parlait Jean-Sébastien. C'est ça. C'est beaucoup, 2,8 milliards pour les opérateurs. Finalement, quand on voit leur chiffre d'affaires, c'est une bonne affaire, non? Pour calculer exactement le coût d'une fréquence comme ça, on prend le prix et on le divise par le nombre de personnes dans le pays qui vont potentiellement être touchées par la 5G. Enfin, touchées, je veux dire, pouvoir avoir accès à la 5G. Quand on regarde le comparatif en Allemagne et en Italie, où les enchères ont atteint un peu plus de 6,5 milliards, avec une population en Allemagne qui est certes supérieure à la nôtre, mais en Italie qui est, je pense, à peu près un peu inférieur à la France. Le prix du Hertz, en fait, du mégahertz, est beaucoup. Oui, c'est un bon rapport cher. qualité-prix, on va dire. Donc, la France fait partie quand même les opérateurs ont bien gagné sur le territoire français. Alors, on en parlera tout à l'heure, on ne va pas trop en raconter parce que j'aurai pas mal de questions à poser à Cédric O, mais il y a aussi des engagements de couverture. Oui. Ce que n'ont peut-être pas nos amis allemands et italiens. C'est-à-dire que les opérateurs payent peut-être un peu moins cher ces fréquences 5G, mais ils ont des obligations assez fortes de couverture. Exactement, c'est exactement ce que tu dis. En fait, c'est un peu les vases communicants. Oui, voilà, plus on demande d'argent,
moins on pousse les opérateurs Moins il y a à déployer. d'obligations. Normalement, disons que c'est comme ça que ça se passe. En Corée du Sud, par exemple, les fréquences ont quasiment été données aux opérateurs. Par contre, ils avaient une obligation de déployer très très vite le réseau. Ce qui a été fait avec le New Deal 4G il y a quelques années. Exactement, qui était une révision un peu du contrat précédent pour déployer plus rapidement la 4G, notamment dans les zones moyennement denses et peu denses. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la 5G. Cédric O donc sera mon invité dans quelques minutes dans De quoi je me mail. Alors on va revenir maintenant sur des choses plus terre à terre, plus hardware. Oui. Jean-Sébastien, les nouveautés de cette semaine, c'est Google qui les a faites avec toute une batterie de nouveaux produits. Oui. C'était donc durant cette j'allais dire keynote, mais c'était même pas une keynote finalement. C'était Oui, une espèce de vidéo qui a été balancée en ligne. Exactement. Qu'on a pu, enfin quand je dis balancer, c'est pas méchant, diffusée en ligne, qu'on a pu commenter sur 01 TV en direct. Oui, c'était très court, ça a duré 30 minutes 30 d'ailleurs. minutes, voilà. 30 minutes, 3 produits, 30 Nous, minutes. on s'était à peine chauffé que ça s'est arrêté en fait. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Et alors effectivement, comme tu disais, il y a 3 produits différents. Donc d'abord le Pixel 5, le smartphone de Google, le Nest Audio, la nouvelle enceinte intelligente qui va remplacer le Google Home qui datait de 2016. Et puis le nouveau Chromecast également qui est muni d'une télécommande. Alors pour le Pixel, c'est un smartphone, on va dire plutôt milieu de gamme, qui est autour des 600 € avec une puce Snapdragon 765G, donc compatible 5G justement. Résistance à l'eau, Gorilla Glass 6, recharge sans fil bilatéral, batterie de 4000 mAh. Voilà, ça a l'air d'être plutôt un très bon téléphone milieu de gamme avec cette fois-ci un petit changement au niveau de la photo, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un téléobjectif, on a plutôt un grand angle qui est a priori plus utilisé par les propriétaires de smartphones, avec toujours ce côté algorithmique de traitement de photos de Google qui est vraiment sa force. Au niveau du Nest Audio, c'est vraiment un haut-parleur qui, d'après Google, est orienté vers la qualité sonore. Alors, on demande à voir, parce que pour une enceinte à 100 €, voilà, ils nous ont fait tout un pataquès avec Mark Ronson, qui est un producteur qui disait c'était génial et tout. Bon, on n'est clairement pas dans le monde de l'hi-fi, mais on verra, on va la tester, on va voir ce que ça donne. En tout cas, s'il y a un mieux par rapport à la précédente. Alors par contre, oui, là il y aura certainement un mieux parce qu'elle est quand même mieux équipée en haut-parleur, etc. Et puis ensuite, donc une Chromecast, produit très intéressant qu'on connaît depuis aussi quelques années, mais cette fois-ci Google y ajoute une télécommande. On va plus seulement le commander avec son smartphone, avec vraiment une télécommande et une vraie interface. Donc cette interface Google TV qui permet d'avoir un peu comme Apple TV, enfin comme l'application TV d'Apple. Ça va être une sorte de hub avec toutes les applications de SVOD. Par exemple, on va pouvoir retrouver ces contenus de Disney+, de Netflix, de Canal+, de France Télé aussi également en France, de YouTube évidemment. Ça permet d'avoir dans un seul espace toutes les séries ou les films qu'on suit, et ça va nous le proposer comme ça, de manière assez transparente. Et donc cette interface permet aussi d'installer des applications. Voilà, c'est vraiment une petite box qui sera connectée au boîtier HDMI des téléviseurs. Ça coûte 70 €, c'est disponible à la mi-octobre. Très bien. Donc voilà pour les annonces Google. On s'attendait peut-être à des améliorations même de OK Google, de Google Home. Il n'y a rien qui a été annoncé. Non, il y a un petit gadget qui permet ça s'appelle Hold for Me, qui est disponible seulement aux US. C'est en fait l'assistant Google qui attend pour vous au lieu de vous écouter la musique d'attente quand vous appelez un service après-vente par exemple. L'assistant Google vous dit ah bah c'est bon, ça y est, c'est en ligne. Vous n'avez pas obligé d'utiliser ces musiques d'attente qui sont un peu longuettes parfois. C'est dingue parce que on commentait la semaine dernière les annonces Amazon autour de Google, quasiment les mêmes annonces, les haut-parleurs, les Chromecast ou les Fire TV. Enfin, voilà, il y a vraiment une compétition entre les deux avec évidemment ce cheval de Troie, c'est la voix, c'est la reconnaissance vocale et les assistants vocaux. Exactement, c'est la voix. Après, les objectifs ne sont pas nécessairement les mêmes pour les deux groupes. C'est-à-dire la porte d'entrée est la même, c'est-à-dire c'est effectivement la reconnaissance vocale, comme tu le disais. Mais l'objectif, je pense, c'est un peu différent parce que, par exemple, sur le Chromecast, l'idée, c'est de personnaliser aussi l'expérience des utilisateurs en fonction de ce que tu as pu voir. Donc, ils veulent, en fait, ce que veut Google, c'est voir ce que tu regardes et te pousser après éventuellement des choses à consommer, donc de la publicité. Amazon est sur un modèle un peu différent. Alors ils sont certes un petit peu dans le modèle de la publicité, mais c'est relativement faible aujourd'hui par rapport au commerce électronique, du moins en volume d'affaires. Donc les objectifs sont un peu différents, même si la porte d'entrée est la même. Et puis ce que disait aussi Jean-Sébastien, c'est que ce qui est un peu étonnant dans le dernier Chromecast de Google, c'est qu'il n'y a pas Stadia, le système de jeux vidéo à la demande. C'est assez étonnant. Donc on a vraiment un produit qui est très centré sur la télé, la consommation télé, et moins sur le jeu vidéo. Donc voilà, effectivement, cette annonce est assez étonnante. Et puis, il faut savoir que sur ces 3 gammes de produits, téléphonie mobile,
petit HomePod et puis pour ce qui est du Chromecast, ils sont challengers. Hein. Ouais. En gros, ils ont entre 8% de part de marché sur tout ce qui est device de streaming. C'est Roku aux États-Unis qui est numéro 1 avec 30% de part de marché. Dans tout ce qui est assistant vocal, ils sont à 30% de part de marché quand Amazon est à 60-70. Donc voilà, ils sont challengers partout, et y compris sur le smartphone. Donc c'est vraiment pour eux un hobby, voilà, si je peux dire. Un hobby qui augmente, mais un hobby. Avec donc 2 smartphones 5G, hein, on le disait, le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 5G, des téléphones qui arriveront aussi d'ici la fin d'année et qui pourront bénéficier peut-être des premiers forfaits 5G en France. C'est fort probable. Voilà. Ouais. Mais comme tu disais, voilà, le Pixel est très challenger dans le monde du smartphone. Hein. On ne voit pas beaucoup de copains ou d'amis ou de membres de la famille qui possèdent des Pixels. Hein. C'est étonnant. Alors, ce sont des téléphones qui sont plutôt bons. C'est peu connu du grand public, effectivement. On change de sujet et on évoque maintenant cette interopérabilité des messageries Facebook et Instagram. Oui, effectivement, on en parle depuis, même Facebook, on parle depuis plus d'1 an et demi maintenant, et ça devient enfin concret depuis cette semaine. Donc Facebook a annoncé qu'il va être possible de contacter quelqu'un sur Messenger depuis Instagram et inversement. Alors, plus besoin de penser quelle application utiliser, hein, du coup, pour contacter ses amis. En revanche, il n'y a pas de synchronisation entre les deux applications, c'est-à-dire que les messages reçus sur l'une ne s'afficheront pas sur l'autre. Hein. C'est vraiment, on peut choisir son canal de communication, en fait, tout simplement. Donc, pour arriver à ce résultat, effectivement, il y a eu un gros travail sur côté serveur, hein, forcément. On sait que c'était le gros du boulot du côté de Facebook. Mais pour l'utilisateur aussi, ça va se voir, puisque, en fait, il faut aussi unifier les fonctions de messagerie entre les deux messageries. Donc, Instagram récupère plein de fonctionnalités de Messenger. Donc, on va pouvoir utiliser, par exemple, la fonctionnalité Watch Together, qui permet de regarder une même vidéo qui est issue par exemple, de Facebook Watch, d'IGTV, bientôt de Reels aussi, le concurrent TikTok. Il y a un Vanish Mode qui permet d'effacer ses messages une fois qu'ils sont lus. On peut répondre à un message précis dans une conversation quand c'est un peu noyé dans le dialogue. Et voilà, pour l'instant, c'est déployé seulement dans quelques pays. Facebook n'a pas précisé lesquels. Et ça va arriver à l'ensemble des utilisateurs très bientôt. Et effectivement, on imagine que WhatsApp va suivre dans les prochains mois, puisque on sait que le projet global, c'est d'unifier les 3 messageries, WhatsApp, Facebook, Instagram, du groupe Facebook. Emmanuel, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi il y a cette stratégie chez Facebook ? Et puis, je pense qu'il y avait aussi des problèmes techniques de chiffrement, non ? Pour essayer de fusionner en fait toutes ces messageries. Alors, sur le chiffrement, je pense que c'est plus ce que disait Jean-Sébastien, c'est plus avec WhatsApp. C'est avec WhatsApp qui a un système de chiffrement de bout en bout. Ouais, et par défaut, en plus, qui est activé, qui n'est pas le cas dans Messenger. Exactement. Et donc, avant d'arriver à ce qu'on appelle le WhatsApp, c'est-à-dire la fusion des 3, WhatsApp, ça va demander, je pense, encore plus de travail que l'intégration d'Instagram. Donc, mais c'est le chemin qui est en train de prendre Mark Zuckerberg et Facebook. L'idée, c'est de dire que la messagerie instantanée devient le nouveau centre à peu près de tout. En fait, c'est la première fois que Facebook copie la stratégie chinoise des WeChat, des Alipay. L'idée, c'est de dire, on va avoir une application dans laquelle il y aura tout, c'est-à-dire de divertissement, de la communication, évidemment, du commerce électronique, très probablement, et d'où les systèmes aussi de crypto-monnaie que veut pousser Facebook avec Libra. Donc ça serait un système totalement intégré, et ils sont en train, pour la première fois, c'est quelque chose d'assez original, hein, c'est que la Silicon Valley copie la Chine, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et l'idée, c'était l'inverse pendant des dizaines et des dizaines d'années. Exactement. Et donc là, on voit qu'ils veulent faire la même chose. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Parce que, effectivement, ce que disait Jean-Sébastien, c'est qu'il va falloir dire oui, hein, qu'on est OK pour faire communiquer les deux messageries. On peut dire non. Hein, mais, donc, on va voir aussi si les utilisateurs... On peut refuser, nous, en tant qu'utilisateur. Ouais, si tu as un double compte, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais si tu en as un chez Instagram et Messenger. Et puis, dernier point, c'est qu'aux États-Unis, comme en Europe, il y a quand même des obstacles réglementaires qui commencent à arriver. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas lier les services comme ça. Il faudrait même casser Facebook et faire en sorte qu'Instagram ait sa vie à part. Donc là, on va dans le sens inverse. Il est possible qu'à un moment donné, les régulateurs européens ou américains disent stop à cette grosse initiative de Facebook. On se souvient quand il y avait le rachat de WhatsApp par Facebook. D'ailleurs, le patron et le cofondateur de WhatsApp, quand il était parti avec Perz et Fracas il y a quelques temps, il avait dit on m'a demandé de dire devant la commission qu'il n'y aurait pas de fusion des comptes entre les différentes applications, mais je sais que j'ai menti. Voilà. Donc clairement, ça va être...
savait déjà la stratégie de Mark Zuckerberg. Ouais. Bien sûr, on peut la comprendre, cela dit, pour Facebook. Elle a une logique, oui, c'est Elle a sûr. une logique. Ouais. On poursuit l'actu de la semaine dans ce De quoi je me mêle, le club de la presse IT, avec Disney+, Jean-Sébastien Zanqui, qui propose un service assez rigolo pour tous ceux qui sont fans des programmes Disney. Tout à fait. Alors c'est un service qu'on peut qualifier de Covid responsable. C'est le service Group Watch. Ça va donc permettre de regarder le même programme en ligne en même temps que ses amis, sans être physiquement avec eux. Donc en gros, comment ça fonctionne? C'est les invitations peuvent être envoyées directement de la version mobile de l'application ou de la version web. On peut rassembler jusqu'à 6 participants. Une fois les invitations lancées, on peut regarder le film ou sa série évidemment depuis un appareil connecté ou une Smart TV. Mais c'est-à-dire que le film commence pour tout le monde en même temps? Exactement, c'est-à-dire que chaque C'est participant... une séance en fait. C'est ça, chaque participant peut contrôler la lecture, avancer dans le programme et on peut réagir ensemble en envoyant des emojis par exemple et tout le monde les a en même temps. Donc ça permet de partager un moment virtuel, on va dire. C'est une séance de cinéma virtuelle. Pour l'instant, c'est testé au Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis. Ça devrait arriver en France là dans les prochains mois, effectivement, certainement avant la fin de l'année. Bon, voilà, un petit peu de social dans le service de Disney, on va dire. Oui, en fait, il court après Amazon, parce que Amazon Prime Video l'intègre avec Twitch. Donc, si tu as un compte Twitch et un compte Amazon Vidéo depuis le mois de septembre, en France, par exemple, tu peux faire partir regarder une série ou un film. Donc, c'est pas que les programmes de Twitch, c'est aussi tous les programmes d'Amazon Prime Video. Video. Oui, exactement. C'est tous les programmes d'Amazon Prime Video que tu peux regarder avec des amis et commenter avec le fil chat. Dans Twitch. Donc, on voit aussi l'intégration. On parlait d'intégration WhatsApp tout à l'heure. L'intégration Twitch Amazon, elle devient aussi de plus en plus prégnante. Très bien. Une mauvaise nouvelle pour Uber maintenant, Jean-Sébastien Zanqui. On se rend compte que, comment dirais-je, cette arlésienne de la voiture connectée et autonome a du plomb dans l'aile et Uber en paie le prix. Ouais, c'est peu de le dire. C'est un email qui a été envoyé par le responsable de la division véhicule autonome au PDG d'Uber qui a été intercepté ou obtenu par The Information, le site américain. Il y a une phrase qui est quand même assez révélatrice. Ce responsable dit qu'Uber a tout simplement échoué à progresser et à réaliser des progrès significatifs depuis si longtemps qu'il faut en parler avant qu'une catastrophe n'arrive. Donc ça pose un peu l'ambiance. D'après lui, en fait, la voiture autonome d'Uber ne conduit vraiment pas bien du tout. Elle est même en difficulté sur certaines manœuvres qui sont assez simples. Et en bref, elle est inutilisable en l'état en conduite autonome. Avec cet accident mortel, on s'en souvient, l'année dernière, je crois. C'était en 2018, effectivement. Et c'est certainement un des événements qui provoque cet arrêt, en fait, parce que The Information raconte que, justement, il y a un peu la guéguerre au sein des équipes, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des chercheurs en intelligence artificielle, etc., qui, eux, veulent aller de l'avant et essayer des choses, etc. Et de l'autre, il y a des ingénieurs qui viennent du monde de l'aéronautique et qui, eux, misent sur la sécurité avant tout. Et donc, il y a un peu... En fait, c'est deux philosophies qui exactement. Et pour l'instant, ces ingénieurs en aéronautique ont pris la main sur le développement après cet accident en 2018, donc qui avait coûté la vie à une personne qui s'était faite renverser par un véhicule autonome. Et à titre informatif, d'exemple, en gros en 2019, Uber visait seulement un incident tous les 16 km, c'est-à-dire un incident, c'est un freinage un peu brusque. Oui, c'est pas forcément un accident grave. Non, c'est un démarrage un peu vif, c'est des choses comme ça. En gros, en 2019, ils ont eu un incident de cette sorte tous les 800 mètres, donc c'est dire le travail qui n'a pas été effectué. La même échelle. Et pendant ce temps, Tesla met à jour son autopilote régulièrement sur sa voiture de série. On voit le monde qui les sépare. Tout à fait. En fait, on a l'impression que Tesla est presque prêt pour la voiture autonome, qu'ils attendent on va dire un allègement de la législation, mais voilà quoi. Effectivement. Alors après, il faut dire, c'est pas le. Il y a eu quand même pas mal de sociétés qui ont abandonné leur projet de voiture autonome. Il y a eu Apple, souviens-toi, les équipes qui avaient été constituées ont toutes été licenciées. Puis il y a eu Dyson à un moment donné qui envisageait aussi de lancer sa voiture autonome, qui a dit finalement. Jeter l'éponge. Ouais, exactement. Donc Uber, ce serait le 3e ou 4e à se retirer alors ils n'ont pas dit qu'ils se retiraient, mais en tout cas à connaître des difficultés sur ce mode de véhicule-là autonome ou semi-autonome. Donc effectivement, il reste aujourd'hui, comme tu le disais, Tesla, puis toujours Google qui est très en pointe sur le sujet. Compliqué, la voiture autonome. C'était vraiment le rêve il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on imaginait que dans 5 ans, on allait tous rouler en voiture autonome. Et paf, d'un coup, la dure réalité, on se rend compte que c'est pas prêt, que ça marche pas. Ouais, après, il y a aussi les constructeurs automobiles qui travaillent dessus. Ils avancent aussi de leur côté. Oui, c'est vrai, mais on a l'impression que c'est moins d'actualité, en tout cas. Ça va prendre plus de temps, c'est sûr. Ouais.
Et alors peut-être que justement, on revient à la 5G. Hein. Le fait que la 5G se généralise, peut-être aussi accélérera-t-elle en fait, l'arrivée de la voiture autonome. Un mot aussi sur votre smartphone. Si vous avez un iPhone et que vous avez installé la dernière version d'iOS, iOS 14, certains d'entre vous ont peut-être un peu ragé en se disant mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression d'avoir moins de batterie et moins d'autonomie. Oui, si vous fréquentez un peu les réseaux sociaux, vous avez pu voir quelques tweets ou statuts Facebook de gens qui râlaient en disant oh, depuis iOS 14, voilà, j'ai moins d'autonomie, ça va pas du tout. Alors du coup, on a voulu en avoir le carnet au labo de 01. Vous avez enquêté à 01. Exactement. Donc mon collègue Pierre Fontaine et Lionel Morillon au labo ont mené quelques tests. Eh bien, il s'avère que c'est pas du tout le cas. Au contraire, en fait, on a remarqué qu'avec un iPhone 11 Pro, donc, soit iOS 14, on gagne 23 minutes d'autonomie sur un run, on va dire, entre deux charges, par rapport avec iOS 14 par rapport à iOS 13. En gros, on a une moyenne d'autonomie moyenne de 17h39 au lieu de 17h16 avec iOS 13. Donc c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. Alors en revanche, pourquoi on a cette impression souvent quand on fait une mise à jour que l'autonomie est un petit peu faiblarde? Et moi, j'avoue qu'au début, je l'ai eu aussi. Voilà. Hein. Et en fait, simplement parce que quand on fait une mise à jour, il y a certaines opérations système qui s'effectuent en tâche de fond pendant les premiers jours en fait de l'installation. Donc en fait, ça peut être des réindexations de fichiers, d'extensions ou tout simplement aussi un recalibrage de la batterie. Donc ça, c'est des processus qui existent pendant quelques heures ou quelques jours. Et donc, on peut ressentir le fait qui est réel au début. Mais ensuite, une fois que toutes ces opérations en tâche de fond ont été effectuées, on voit qu'on retrouve une autonomie tout à fait correcte, voire même meilleure. Donc, vous pouvez y aller sans crainte, faire votre mise à jour iOS 14. Vérifiez quand même que la batterie de votre iPhone est encore en bon état. Dans les réglages, on peut le voir, parce que sur un iPhone un peu vieillissant, effectivement, ça peut impacter forcément les performances. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a certains journalistes qui se sont amusés en fait, à installer iOS 14 sur un vieil iPhone 6S Plus, après avoir changé la batterie. Et on parle souvent d'obsolescence programmée, que Apple programme justement le fait qu'au bout d'un certain temps, vous devez changer d'iPhone. Mais il paraît que sur un iPhone 6S Plus, iOS 14, un iPhone 6S Plus, c'est un téléphone qui a 5 ans. Eh bien, tourne comme une horloge et on se retrouve avec un téléphone qui est totalement opérationnel. Ouais, c'est notre collègue Adrien Branco qui a fait le test chez nous. Et effectivement, il a passé un peu plus d'une semaine avec un téléphone qui a 5 ans, donc un 6S. Et j'ai regardé avec lui, c'est hyper réactif. Il y a les jeux 3D qui tournent dessus, etc. C'est vraiment impressionnant. C'est vrai que, comme tu dis, quand on parle d'obsolescence programmée, on voit qu'un téléphone qui a 5 ans peut faire tourner le dernier OS en net. C'est intéressant d'en parler parce qu'on dit souvent que les constructeurs de smartphones sont là pour justement accélérer le renouvellement. Bah là, regardez, 5 ans. Alors, il faut changer la batterie. Hein. Oui, il vaut mieux, effectivement. Parce que la batterie est faible, ça impacte les performances, on le sait maintenant dans iOS. On termine justement, on parlait de 5G, on va y revenir quelques secondes, Jean-Sébastien, puisque je vous rappelle que dans quelques instants, je recevrai Cédric O. On voit que maintenant que les enchères sont faites, les opérateurs commencent peut-être à se positionner. Et Orange serait sur les starting blocks pour lancer des offres à 5G. Oui, tout à fait, c'est une information qu'a obtenue e-Génération cette semaine. En gros, Orange aurait déjà prévu, ça y est, on imagine que c'est le cas chez tous les opérateurs, mais en tout cas, les infos sont sorties. En gros, il proposerait 4 forfaits 5G pour le lancement de cette techno. Alors bien entendu, il y aurait les appels illimités, les SMS, MMS illimités. Au niveau des datas, ça serait 70, 100, 150 gigas et même un haut de gamme qui serait illimité. Et là, on va parler de prix, effectivement, parce que... De l'illimité, ça veut dire que c'est quand même assez nouveau de la part d'un opérateur comme Orange. Je crois que c'est la première fois qu'Orange propose un forfait illimité en data. Oui, c'est possible, effectivement. Je pense. Et donc, c'est quand même une première. Oui, tout à fait. Et en revanche, les prix, maintenant qu'on est habitué à des prix assez bas, là, ça commencerait à 30 € et ça arriverait jusqu'à 80 € avec certains services offerts, par exemple OCS qui serait offert pendant 6 mois ou l'option aussi multisim gratuite sur demande pour les forfaits haut de gamme. Donc une fois que maintenant que les enchères sont terminées, e-Génération parlait d'un lancement dès le 8 octobre de ces forfaits-là. Ça me semble un peu tôt, mais à voir. Je sais pas. Cela dit, il y a Bouygues qui, avant l'été, a commencé à dégainer des forfaits compatibles 5G. Alors, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était une offre en fait de forfait 4G et il y avait écrit compatible 5G. Bon, on les payait plus cher parce que comme ça on était content d'être compatible 5G, mais on captait pas de 5G puisque forcément c'était pas encore lancé.
On voit que ça va. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À la fin de l'année, va être costaud. Ça va être intéressant. Puis de voir les stratégies effectivement qui s'affrontent. Alors Orange a toujours eu, c'est eux qui ont le plus de fréquences, le plus de blocs, la meilleure couverture réseau. Donc il y a toujours une prime Orange à l'opérateur historique. Après, il est possible que Free renouvelle son coup de Trafalgar sur la 4G, c'est-à-dire de proposer la 4G au même prix que la 5G, c'est-à-dire sans surcoût, assez rapidement, et pour casser les pattes un peu aux concurrents en disant regardez, les autres augmentent les prix, pas Free. Donc ils ont souvent fait ça, ils peuvent reprendre le lead cette fois. Moi, on leur a posé la question. Ils ont dit ni oui ni non. Oui, enfin cela dit, Free est beaucoup moins trublion qu'avant. Hein. Ils sont un petit peu rentrés dans les rangs quand même. Mais ils ont toujours moins de coups d'éclat, de coups comme ça, de pirates, comme ils avaient pu le faire avant. On se rend compte que Xavier Niel commence à s'assagir vraiment. Il y a ça, et puis il doit financer quand même l'Italie, un peu l'Irlande, maintenant la Pologne. Donc voilà, il a quand même d'autres fers au feu. Hein. Donc c'est plus compliqué de casser les prix en France, qui est censé financer l'extension internationale. Peut-être qu'on aura cette bonne surprise. Peut-être. Enfin, bonne surprise pour nous consommateurs, pour les opérateurs. Je pense que ça sera peut-être un peu moins agréable. Merci à tous les deux. Merci Jean-Sébastien Zanqui, journaliste à 01net.com et évidemment à Emmanuel Paquette de l'Express qu'on peut retrouver, qu'on peut lire dans l'Express bien sûr. Vous restez avec nous. La suite de ce De quoi je me mêle, on va revenir bien évidemment sur cette attribution des fréquences 5G avec le secrétaire d'État au numérique qui est mon invité Cédric O. À tout de suite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.